Souleymane Niang. L'affaire de la présumée voleuse de Sacré-Cœur, les 3 prévenus seront jugés demain en flagrant délit. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier pour collecte et diffusion des données à caractère personnel, entre autres chefs d'inculpation. El Hadj Ndiogou Diène nous parle de cette affaire dans un court instant. Je vous le disais donc, les 3 prévenus dans cette affaire seront jugés demain en flagrant délit. Ils sont donc inculpés et seront jugés pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, entre autres chefs d'inculpation. El Hadj Ndiogou Diène. Même s'ils ont nié les faits qui leur sont reprochés devant le procureur de la République, les 3 prévenus, Ibrahima Thiaw, Moussa Diallo et Babacar Ndiaye, ont été envoyés en prison en attendant leur procès prévu demain vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. 3 chefs d'inculpation sont retenus contre eux, à savoir la collecte et la diffusion de données à caractère personnel, l'attentat à la pudeur et l'atteinte à la dignité humaine. Ces 3 individus ont été arrêtés par la police de Dieuppeul après une vidéo virale sur les réseaux sociaux les montrant faisant subir un traitement dégradant à une jeune dame du nom de Fatou Ndoye. Cette dame, âgée de 31 ans et résidant à Sacré-Cœur 2, a essuyé des mots blessants de la part de ces jeunes qui vont jusqu'à lui tapoter le sang parce qu'ils la considèrent comme une voleuse. Mais selon des membres de la famille, Fatou Ndoye ne jouit pas de toute cette faculté, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, raison pour laquelle elle n'a pas été entendue par les enquêteurs qui s'en sont limités à l'audition des témoins et des mises en cause. Dès que la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations de défense des droits des femmes se sont indignées. Elles ont élevé la voix pour demander que justice soit faite sur cette affaire qui sera devant le tribunal demain vendredi. El Hadj Ndiogou Diène. Je vous rappelle que dans l'affaire de trafic présumé d'armes à Touba, les 2 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête de police ont fait l'objet d'un retour de parquet hier. Les 2 hommes devraient être finalement présentés au procureur ce jeudi à Diourbel. Évoquons maintenant la grève qui continue pour le Sud-Just, le syndicat des travailleurs de la justice qui a encore entamé aujourd'hui une nouvelle grève de 48 heures. Cela fait suite à l'échec de leur rencontre avec le ministre de la Justice lundi dernier. Les travailleurs de la justice sont en grève depuis 1 mois pour réclamer le respect des accords signés avec le gouvernement en 2018. Ce mouvement d'humeur nous sert de prétexte pour faire un focus sur la profession de greffier avec Binta Diallo. Le greffier est un fonctionnaire de l'État régi par un statut. Sa mission est donc d'une importance capitale dans l'arsenal judiciaire. Ses attributions sont d'ordre juridictionnel, c'est-à-dire qu'il assiste le magistrat à l'audience par la plume. Il est également là pour les enquêtes en instruction. L'autre mission du greffier est d'ordre administratif, c'est-à-dire la délivrance de toutes les décisions de justice après avoir authentifié les actes. Tous les actes administratifs passent par le greffe, leur conservation également. Le greffier a également dans ses cordes l'accueil et l'orientation. La grève des greffiers ne peut donc en aucun cas ne pas faire mouche, même s'ils sont remplacés par des greffiers ad hoc selon les textes. Maître Hassan Sall, administrateur de greffe du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Toutes les décisions qui seront rendues à cette audience, présidée par un personnel qui n'est pas le greffier, les greffiers eux-mêmes ne toucheront pas à ces décisions. Et tous ceux qui se sont fait juger pendant ces audiences où des gendarmes ou des militaires ont été utilisés, ont eu toutes les difficultés du monde parce qu'ils ne pourront pas disposer de leurs décisions. Les conditions de travail des greffiers ne sont pas des meilleures. Il faut donc les améliorer selon Maître Sall. Le volet informatique reste à être beaucoup développé pour permettre aux greffiers chargés de rédiger l'ensemble des décisions qui sont rendues par les juridictions d'avoir un outil informatique et toutes les possibilités sur le plan informatique pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans la confection de ces décisions de justice. Côté traitement salarial également, je dis qu'il y a des conditions qu'il faut améliorer pour permettre aux greffiers d'avoir un meilleur traitement lié à conditions dans lesquelles il est utilisé. Maître Hassan Sall est un administrateur de greffe, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique des greffiers. Pour être greffier, il faut le bac, passer un concours au centre de formation judiciaire. À l'issue d'une admission, c'est 2 ans de formation. Une réforme est cependant dans le circuit
Pour que les greffiers soient désormais recrutés niveau licence, le greffier va à la retraite, comme d'ailleurs la grande majorité des fonctionnaires à l'âge de 60 ans. Le Sénégal compte 415 greffiers. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous ouvrons une large page consommation à présent avec le directeur du commerce intérieur qui met en garde les boulangers contre toute hausse du prix du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal avait menacé hier d'augmenter le prix du pain de 150 à 200 francs CFA pour dénoncer la non-application de la nouvelle réglementation sur la vente de pain. Ousmane Baye déclare qu'une hausse ne passera pas parce que le prix du pain est homologué. Il appelle les boulangers à la sérénité. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le prix du pain fait l'objet d'une homologation. Donc le prix du pain ne saurait faire l'objet d'une variation à la hausse. Ça quand même, il faut le préciser. Maintenant, quant à l'application de la réglementation, c'est une réglementation que nous avons élaborée avec les boulangers. Donc nous avons démarré aussi la mise en application il y a cela 3 mois. Avec aussi des difficultés, il faut le dire. Nous avons coupé un peu un maillon de la distribution qui était celui de la distribution dans les boutiques et avons demandé aussi aux boulangers d'investir dans la distribution du pain par l'implantation des kiosques. Nous avons aussi mis en place une réglementation visant à organiser l'implantation des kiosques. Nous avons aussi demandé aux boulangers de se conformer à la nouvelle réglementation par rapport à leur obligation de déclaration. Il faut dire que autant sont en train de reprocher à la distribution de ne pas se soumettre à la réglementation, autant aussi eux, ils ne sont pas encore soumis à la réglementation par rapport à leur obligation de déclaration. Donc nous sommes sur le terrain en train de mettre en application cette réglementation. Mais cette réglementation aussi, faudrait que pour que ça s'applique, que toutes les parties jouent le jeu. Les boulangers ont une part de responsabilité parce que nous les appelons aussi à s'approprier cette réglementation. Nous avons commencé, en tout cas, ces concertations il y a cela longtemps. Nous sommes arrivés jusqu'ici à poser des actes qui vont dans le sens, en tout cas, de saisir le secteur. Continuons à identifier les difficultés. Essayons aussi de les surmonter ensemble. C'est comme cela que nous aurons des résultats. Mais pas des menaces quand même sur l'augmentation du prix du pain qui ne passeront pas. Autre denrée très demandée, surtout en cette période de fête de Tabaski, l'oignon. L'oignon dont le prix au kilogramme a été fixé à 375 bords champ en nette augmentation. Une augmentation répercutée sur le prix au consommateur final. Cette spéculation sur le prix de l'oignon, les consommateurs ruent dans les brancards. Salif Sow a fait un tour au marché ce matin. Au marché Sam, ce matin, c'est le même discours dans les différents couloirs du lieu de commerce. En robe multicolore, panier bleu posé à côté des légumes, Ndaï a du mal à comprendre la hausse brutale du prix de l'oignon local. Le soble 600 légers. 600, 500. 600 légers. Ami Gaye, elle aussi venue s'approvisionner, n'a pas pu se retenir en entendant parler du prix de l'oignon. 300, 400, 350, 400, 450. Les 600, 550. À l'origine de la hausse du prix du produit, sa rareté. Ce commerçant trouvé devant son magasin, bloc-notes et Big Blue à la main, tente, lui, d'expliquer les nouveaux prix. C'est le prix sac de 25 kilos, l'oignon. Ça coûte 10 000. En gros? Oui, en gros. Je l'achète 10 000 et je le vends à 10 250, 10 500. Le prix 25 kilos. Et le kilogramme exact? 450, 425. Ce n'est pas seulement l'oignon, la pomme de terre aussi a pris l'ascenseur, de même que plusieurs autres denrées en cette veille de Tabaski. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, s'explique sur la hausse du prix de l'oignon et de la pomme de terre. Il appelle cependant les commerçants à respecter les prix fixés. Amadou Abdoulsi est au micro de Binta Diallo. L'oignon pré-hivernal est uniquement vendu à Potou. Or, début de la campagne de production, en général,
la source, l'eau qui est l'un des facteurs de production importants, est utilisée suivant les kits traditionnels des séanes, des puits améliorés. L'oignon pré-hivernal, le sonza, n'a jamais eu le même prix que l'autre oignon. Même dans les prix conseillés, il y a en général 50 à 75 francs de différence entre les deux prix. Pour ce qui est de la pomme de terre qui est actuellement vendue, c'est une pomme de terre qui provient des chambres froides, donc qui est stockée depuis le mois de janvier, qui a supporté des charges. Nous avons demandé à l'ensemble des producteurs qui ont les chambres froides, au moment où il y avait une suroffre, de mettre leur production dans les chambres froides. Ce sera vendu après que les petits producteurs qui n'ont pas de moyens aient terminé leur stock. Donc quand ce produit-là sort, il a supporté des charges d'électricité, même des charges financières, parce que les gens qui ont des prêts bancaires n'ont pas payé à temps. Le prix est différent. On a actuellement, après discussion, dit que les producteurs doivent vendre à 325, ce qui respecte. À Dakar, on est entre 400 et 450 francs le prix. Et au niveau des régions, durant l'hivernage, le transport connaît des hausses au niveau des régions. Et il y a actuellement 2 sources d'approvisionnement en pommes de terre. C'est Mbane et Diomniadio, où il y a 4000 tonnes. Pour l'oignon, la source principale d'approvisionnement est uniquement Potou. Puis notez que l'UNACOIS Yessal compte mener jusqu'au bout le combat contre la loi sur le plastique. L'organisation commerçante n'exclut pas d'observer une journée ville morte. Toutefois, elle interpelle le président de la République pour une solution. Vous entendrez dans notre édition en Wolof Cheikh Cissé, le président de l'UNACOIS Yessal, qui était l'invité d'RFM Matin. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Venons-en maintenant au point du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal avec les chiffres de ces dernières 24 heures tels que publiés ce matin par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1170 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbao 4, Kermassar 4, Guédiawaye 2, Mbour 2, Pikine 2, Touba 2, Bignona 1, Dakar Plateau 1, HLM Grand Médine 1, Kanel 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Mbacké 1, Ndiakhirat 1, Yeumbeul 1, Tivaouane 1 et Ziguinchor 1. 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 22 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9266 cas ont été déclarés positifs, dont 6170 guéris et 178 décédés. Donc, 2917 patients sont sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite également un prompt rétablissement aux malades encore dans nos services. Et puis, je vous le disais dans les titres, Kaffrine enregistre son premier cas de décès dû au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé d'une 60aine d'années et qui avait été testé positif et qui bénéficiait d'une prise en charge à domicile. Oumar Ndiaye. Kaffrine vient d'enregistrer son premier cas de décès lié au coronavirus depuis l'apparition de la maladie. Il s'agit d'un homme âgé d'une 60aine d'années. L'homme en question est décédé à son domicile où il bénéficiait d'une prise en charge. Signalons qu'à ce jour, sur les 14 malades internés au centre de traitement de l'épidémie de Kaffrine, 10 sont guéris. Les autorités médicales exhortent les populations à respecter le port de masque. Les hommes du commissaire Baldé, eux, sont sur le terrain pour faire respecter la mesure. Kaffrine, Oumar Ndiaye, RFM.
Alors, la suite de ce journal, nous parlons du nouveau recteur à l'université Cheikh Anta Diop. Depuis hier, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar donc a un nouveau recteur. Il s'agit du professeur Amadou Ali Mbaye, agrégé en sciences économiques, directeur du laboratoire d'analyse de politique de développement et ancien doyen de la FASEG. Écoutons tout de suite le témoignage du professeur Moustapha Kassé au sujet du nouveau recteur. L'ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion estime que le professeur Amadou Ali Mbaye présente le profil de l'emploi. Il note que le professeur Mbaye était aussi son étudiant. Celui qui a été nommé comme recteur, et non seulement répond aux critères, mais il a exactement le mérite. C'est un très bon chercheur. Ça a été un bon dirigeant de faculté et enfin, il a toutes les qualités pour effectivement remplir les fonctions rectorales qui sont des fonctions extrêmement difficiles, particulièrement pour la première université sénégalaise. C'est dire simplement que je connais la personne depuis au moins une trentaine d'années ou un peu plus parce qu'il a été mon étudiant, nous avons travaillé ensemble à la faculté, il a fait toute sa graduation sous presque ma présence, si bien que de toute manière, il a, comme on dit généralement, le profil du métier. C'est un chercheur émérite. Quelles sont les attentes des étudiants et des enseignants après la nomination du nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Si au SAES, on attend d'abord l'installation du nouveau recteur. Du côté des étudiants, on veut des solutions au plus vite. Mohamed Ali Mouba. Coordonnateur du syndicat autonome des enseignants du supérieur campus Dakar, Abdoulaye Dian ne veut pas bousculer le nouveau recteur avec une plateforme en plein bras. Il lui souhaite d'abord la bienvenue. Donc, il n'a pas encore pris de service. Attendons, lorsqu'il va venir, il connaîtra les chantiers. Pour le moment, on ne peut pas s'avancer. En tous les cas, les revendications des enseignants du supérieur, on les connaît. C'est le versement des heures supplémentaires, les avancements et les alignements pour les enseignants montés en grade. Ou encore l'épineuse question de l'orientation des nouveaux bacheliers. Beaucoup de chantiers. Et Abdoulaye Dian engage le nouveau recteur à entreprendre des réformes profondes pour le bien de l'institution. En tant que coordonnateur, je dis bien en tant que coordonnateur, nous ne l'avons pas encore pratiqué. Donc je pense qu'il a beaucoup de chantiers à attendre et nous espérons qu'il aura la force et la clairvoyance pour pouvoir mener les réformes nécessaires pour le cadre. Du côté des étudiants, la préoccupation reste entière. L'orientation des bacheliers, mais Cheikh Maba Diop ajoute d'autres revendications d'ordre pédagogique. Cheikh Maba Diop est étudiant au département de physique, secrétaire général de l'amicale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais nous, aujourd'hui, les étudiants qui doivent faire en une année, on dit encore les thèses, des recherches, nous subissons beaucoup beaucoup d'injustices venant de certains professeurs. Parce que les professeurs installent des masters pro, des licences pro, payantes au niveau des universités où les étudiants payent plus de 500 000, 400 000, 800 000 et que ces professeurs-là utilisent les locaux des universités, ils utilisent également l'espace de l'université, ils utilisent les salles des universités, ils utilisent l'énergie de l'université. Et ça, c'est payé en fait par les étudiants. Donc je pense que quelque chose c'est un angle par lequel également nous rendons le nouveau recteur pour également qu'il y ait des assises par rapport à ça, qu'on essaie également de remédier à cela. Le professeur Ali Mbaye a encore quelques mois pour s'imprégner des dossiers des étudiants et des enseignants avant la reprise des enseignements prévus en septembre. Je vous rappelle que le professeur Amadou Ali Mbaye remplace à ce poste le professeur Ibrahima Tchoub, historien, lui-même admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Mohamed Ali Mouba a joint tout à l'heure le professeur Tchoub, très ému. Il souhaite bon vent à son remplaçant tout en rappelant les quelques chantiers qu'il a entamés. Grâce à Dieu de m'avoir donné vie. La mission de l'être humain se termine à la fin de sa vie. Et encore plus pour un enseignant est à vie, continuer le sacerdoce qui est important, de produire du savoir, de transmettre du savoir et de mettre le savoir au service de la communauté. Ça, c'est une mission qui ne se terminera jamais. Je pourrais continuer à faire ce travail très bénévolement. Le chantier, c'était d'abord, je l'ai dit dans ma première conférence de presse, stabiliser l'année universitaire, le calendrier universitaire, mais également ouvrir des chantiers de la qualité,
les chantiers de la pédagogie, les chantiers de la communication. Nous avons essayé de faire des efforts à ce niveau, de permettre que règne la paix, la discussion, de régler nos différends en acceptant nos différences, l'ouverture. Et je pense qu'aujourd'hui, les mécanismes du dialogue social sont bien huilés. Je pense que nous avons une excellente université et je pense que le nouveau recteur va continuer le chantier, un chantier qui ne s'achève pas. Donc voilà, nous avons fait ce que nous avons pu. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Détié-Diop. Bonjour Souleymane. C'est considéré comme la médiation de la dernière chance au Mali. 5 chefs d'État de la CEDEAO sont à Bamako pour une solution à la crise sociopolitique. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana et Buhari du Nigeria sont arrivés ce matin dans la capitale malienne. À l'instant, un briefing du médiateur de la CEDEAO au chef d'État entre 13h et 14h, des échanges avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, après quoi une rencontre est prévue à 15h avec l'imam Mahmoud Diko et le comité stratégique du M5. La synthèse et le communiqué final sont attendus vers 16h. Les délégations entendent quitter Bamako avant 18h. Nous nous rendons d'ailleurs au QG de la médiation à l'hôtel Sheraton. Retrouvez notre confrère Mohamedou Kane de la radio Clédou. Bonjour Mohamedou. Bonjour Georges. Alors, Mohamedou, dites-nous comment cette médiation de 5 chefs d'État de la sous-région est perçue à Bamako. Alors, écoutez, vous savez, ici à Bamako, disons que la population est plutôt réservée par rapport à cette médiation des chefs d'État de la CEDEAO, les 5 chefs d'État qui doivent ce jeudi rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, également l'imam Mahmoud Diko et les membres du M5 et RFP. Globalement, ils se disent très très réservés car les 2 premières médiations de la CEDEAO ont été sanctionnées par un échec. Donc aujourd'hui, ils se disent qu'ils viendront finalement pour sauver le fauteuil de leur homologue, de leur camarade Ibrahim Boubacar Keïta. C'est du moins ce qu'on a pu recueillir dans les rues de Bamako avant-hier, déjà et même hier. Les gens se disent vraiment pessimiste quant à une issue favorable de cette médiation, mais certains attendent quand même que certains points soient vraiment définitivement réglés. Vous savez, il y a la Cour constitutionnelle dont le président est très contesté ici, il y a le cas de l'Assemblée nationale et il y a la question fondamentale, la question cruciale qui reste la démission du chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui demeure donc la revendication principale du M5 aujourd'hui. Donc du coup, dans la rue de Bamako, le citoyen lambda se dit que oui, les chefs d'État ne peuvent pas venir pour demander à Ibeka de quitter le pouvoir, que ça est impossible. Et il y a d'autres réactions qui vont dans le sens d'un effet de contagion, si vous me permettez l'expression, parce que si jamais Ibeka venait à démissionner aujourd'hui, après, ce sera le fait de... Ça dit que ça va se tourner peut-être vers la Guinée, vers d'autres chefs d'État de la sous-région, comme on l'a vu lors du printemps arabe. Donc du coup, il y a beaucoup de spéculations. Les gens interprètent différemment cette médiation de 5 chefs d'État de la CEDEAO. C'est jeudi à Bamako, qui est suffisamment rare pour être signalé quand même. 5 chefs d'État au chevet d'un pays en crise. Je crois que en Guinée-Bissau, on a vu le cas, je crois que c'était en 2012. Hormis cela, on a rarement vu une telle mobilisation autour d'une crise, celle que nous traversons ici au Mali. J'imagine aussi que l'hôtel Sheraton, QG de la médiation, est le lieu le plus scruté à Bamako aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. L'hôtel Sheraton, disons que c'est le cœur de Bamako. Au-delà, c'est un hôtel ultra sécurisé, compte tenu de l'arrivée des 5 chefs d'État, mais au-delà des couacs, beaucoup de couacs, beaucoup de journalistes qui n'ont pas accès à l'enceinte pour des questions d'accréditation, et l'information n'a vraiment pas été donnée non plus par la présidence de la République. Donc ça, c'est des dysfonctionnements. Beaucoup de nos confrères qui sont là et qui se posent bien des questions, comment on ne peut pas avoir accès
à l'hôtel Sheraton pour un tel événement. Sinon, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé ici. Il y a quand même quelques journalistes qui sont à l'intérieur qui attendent le début de la cérémonie. Donc, comme vous l'avez dit, oui, aujourd'hui, l'hôtel Sheraton, c'est le centre névralgique de Bamako, voire de l'Afrique de l'Ouest. Merci, Mohamedou Kane, journaliste à Clé de FM. Nous reviendrons sans doute à vous dans la journée pour y voir plus clair. Souleymane, au Mali toujours, 2 militaires ont été blessés et d'importants dégâts matériels dans une attaque contre le poste mixte de contrôle de Sienso dans la région de Ségou. Les auteurs de l'attaque, des hommes armés non identifiés, un des assaillants a été également blessé mais évacué par les siens au cours des échanges de tirs. Georges, évoquons maintenant la mort de ces 5 travailleurs humanitaires enlevés le mois dernier dans le nord du Nigeria. Ils ont été assassinés selon Action contre la faim et International Rescue Committee. Les agences humanitaires ont confirmé que leurs employés figuraient parmi des personnes tuées par des bandes armées dans le nord Nigeria. En Côte d'Ivoire, un ancien ministre et proche de Alassane Dramane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Amo Tano. C'est hier qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain, mais il n'a pas encore précisé le mouvement politique auquel il va se rattacher lors de ce scrutin. Une candidature dissidente donc du parti au pouvoir qui était pressentie depuis la démission de Marcel Amo Tano du gouvernement en mars dernier. Georges Détier Diop, merci. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Soda Thiam. Nous démarrons en Angleterre. Liverpool de Sadio Mané a conclu en beauté sa saison à domicile hier. Même s'ils ont souffert en fin de match, les Reds, champions d'Angleterre de longue date, sont en effet parvenus à battre Chelsea 5-3, décrochant ainsi leur 18e victoire en 19 matchs de championnat disputés à Anfield pour la saison 2019-2020. Ainsi, Chelsea n'est toujours pas assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Après la défaite face à Liverpool, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, veut tirer les bons points de ce résultat et refuse de blâmer certaines individualités de Chelsea. Après leur victoire face à Chelsea, les Reds ont reçu le trophée récompensant leur titre de champion d'Angleterre. Ils ont pu soulever le trophée, certes dans un stade vide, mais des supporters se sont réunis devant le stade pour célébrer ce titre tant espéré. Après le match nul face à West Ham hier, Manchester United est désormais à la 3e place devant Chelsea avec le même nombre de points, 63. Donc pas d'erreur pour la 38e et dernière journée face à Leicester qui aussi est en course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. En Italie, c'est la suite de la 35e journée ce jeudi avec Udinese qui va accueillir le leader Juventus de Turin. L'autre rencontre sera entre Lazio Rome et Cagliari. Tenu en échec à domicile hier par la Fiorentina, l'Inter Milan pourrait voir la Juventus titré dès ce jeudi en cas de victoire sur la pelouse de l'Udinese. Mais attention à l'Atalanta Bergame, deuxième au classement de la Serie A avec un match de plus et 6 points de moins que le leader, la Juve. Parme a mis un terme à sa série de 7 matchs sans victoire en dominant hier Naples de Kalidou Koulibaly 2-1. Au classement, Parme grimpe provisoirement à la 10e place, tandis que Naples reste 7e. En Espagne, le Conseil supérieur des sports a durement critiqué hier la Liga et le club de 2e division de Fuenlabrada, accusé de ne pas respecter le protocole sanitaire contre la Covid-19 et d'avoir voyagé à la Corogne malgré des cas positifs dans son effectif. Et nous terminons avec du basketball. Les matchs de préparation à la reprise de la saison NBA à partir du 30 juillet prochain ont débuté hier. Les Los Angeles Clippers se sont imposés face à Orlando Magic 99-90 et les Denver Nuggets ont battu les Washington Wizards 89-82, puis plus tard les New Orleans Pelicans ont nettement dominé les Brooklyn Nets 99-68 et le Miami Heat a gagné face aux Sacramento Kings 104-98. Les matchs de préparation se poursuivent ce jeudi avec 4 affiches. Les San Antonio vont affronter les Milwaukee Bucks, leaders de la conférence Est. Les Portland Trail Blazers seront opposés à Indiana Pacers. Les Dallas Mavericks vont défier les Los Angeles Lakers en tête de la conférence Ouest. Et enfin, les Phoenix Suns joueront contre l'Utah Jazz. Merci Soda Thiam avec l'accent. Accueillons maintenant Nafissatou Silla pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde.
1284 morts enregistrés ce jeudi 23 juillet au Brésil et le nombre de nouvelles contaminations a encore explosé. Il s'élève aujourd'hui à 67 860 contre 41 000 la veille. Le Brésil totalise à ce jour plus de 2 200 cas et 82 771 décès selon les chiffres donnés par le gouvernement. Tendance haussière aussi pour les États-Unis qui ont recensé 63 028 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Les États-Unis sont en phase d'approcher la barre des 4 millions de cas confirmés. Le dernier bilan fait état de 1047 décès avec 141 677 au total. La Californie, le Texas, la Floride et l'État de New York sont les plus touchés et concentrent 41% des cas. Au Mexique et au Pérou, la pandémie continue de progresser. Le Mexique a même dépassé l'Espagne, la France et l'Italie en termes de morts. Avec plus de 43 000 morts, il est le 4e pays le plus endeuillé au monde. En Europe, la France fait état de 7 décès dans son dernier bilan publié le 22 juillet. L'Italie, elle, note une légère augmentation du nombre de cas, 282 nouvelles contaminations, mais le nombre de décès est en baisse, 9 décès en 24 heures. Pour seulement 2 décès, l'Espagne a comptabilisé 1357 nouvelles contaminations. Le Royaume-Uni, qui est à 560 nouveaux cas dernièrement recensés et 79 morts, effectue des essais cliniques pour un traitement qui réduirait de manière très significative l'essoufflement des patients. En Inde, le bilan continue de s'alourdir avec presque 30 000 morts. Le Japon et la Corée du Sud n'ont déploré qu'un mort chacun dans leur dernier bilan, mais enregistrent tout de même de nouveaux cas. L'Égypte et l'Algérie font face à une recrudescence de nouveaux cas. Au Maroc, les vols domestiques ont repris, mais l'ouverture des frontières est repoussée à une date ultérieure. En République démocratique du Congo, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire et les Quinois ont pris d'assaut les terrasses des cafés. Le pays, jusqu'à aujourd'hui, a enregistré plus de 8500 cas et la majorité reste concentrée dans la capitale, Kinshasa. En Afrique du Sud, l'épidémie ne cesse de progresser avec 13 150 contaminations supplémentaires avec 572 décès pour la journée d'hier et le bilan macabre est estimé à près de 6 000 morts. RFM reportage. Le reportage Tabaski du jour nous mène à Bambey où les tailleurs déplorent les coupures d'électricité qui ralentissent leur travail alors que l'Aïd el-Kabir arrive à grands pas et chaque minute compte. Nous retrouvons à Bambey notre correspondant sur place Babacar Diouf. Les coupures d'électricité ont repris de plus belle dans la région de Diourbel. En cette veille de Tabaski, les tailleurs de la région ont du mal à travailler correctement dans leurs ateliers. Badou Badian. C'est difficile pour nous les tailleurs. On ne peut pas travailler 1 heure de temps sans qu'il y ait coupure d'électricité. En cette période de Tabaski, les clients attendent leur commande. Si ça continue, on risque de ne pas les terminer. Au marché de Bambey, non seulement les tailleurs ne travaillent pas correctement, mais leurs matériels sont endommagés du fait des coupures d'électricité. Les coupures d'électricité nous indisposent. Un de mes amis a vu sa machine détruite par les coups. Il est obligé de débourser 30 000 francs pour la faire réparer à Diourbel. Certains sont obligés de recourir au charbon de bois pour repasser les habits déjà confectionnés. À cause des coupures, on est obligé de recourir au charbon pour repasser les habits. Les fers électriques ne nous servent à rien. Ça va impacter sur le travail car on a beaucoup de commandes. Continuent, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, à payer cher le courant électrique. Diourbel, RFM Babacar Diouf. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La revue de presse est signée Georges Détidiop. Macky Sall aurait-il un gouvernement de l'ombre? L'observateur parle plutôt d'un laboratoire politique. Mon confrère révèle que derrière le bureau du chef de l'État se cache un véritable réseau politique souterrain qui élabore et définit les stratégies adoptées par Macky Sall. Un cercle restreint, parfois ouvert aux membres du parti ou de la coalition au pouvoir qui a aidé, selon des témoignages de proches du chef de l'État, à remporter nombre de batailles et ou permis de faire face à des situations presque inextricables dont le
dénouement ne relevait que du miracle politique. Selon l'Observateur, cette task force est logée à l'immeuble Tamaro. Des sources du journal confient que Morngom forme avec Mahmoud Saleh, le directeur de cabinet en fonction du chef de l'État, le trio qui distille toutes les combinaisons pour tirer les dernières solutions. Il participe d'une façon ou d'une autre à la prise de presque toutes les décisions d'ordre politique du chef de l'État. Macky Sall qui est dans un océan de problèmes. C'est la conviction en tous les cas du journal Le Témoin. Il fait face à de multiples crises. Mon confrère cite entre autres la pandémie du coronavirus, les litiges fonciers, l'indiscipline de son entourage, les scandales financiers. Le Témoin de croire que le président semble dépassé par la situation. Sud Quotidien traite du même sujet avec les mêmes références et conclut que le président Sall fait face à un second et dernier mandat de tous les dangers. Macky Sall qui a appelé hier à accentuer la sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19. C'était lors de la réunion du Conseil des ministres dont le Soleil se fait l'écho. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien évoque les conséquences du coronavirus. Mon confrère fait état d'une galère des travailleurs du secteur informel. Les mesures restrictives ayant bloqué le secteur de la pêche et freiné les transports. Le journal nous apprend que dans une enquête menée entre le 25 mars et le 25 mai 2020, l'Observatoire sénégalais des migrations fait un focus sur les conséquences fâcheuses de la Covid-19 dans le secteur informel à Dakar, Saint-Louis et Thiès. Ce n'est pas que ce secteur qui est touché par le coronavirus. Le milieu du travail l'est aussi. L'AS s'arrête sur une enquête initiée par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Celle-ci révèle que 11 901 travailleurs ont été mis au chômage technique. Le foncier dans la commune de Signa. Les Échos soulignent que l'affaire Babacar Ngom d'Engler est l'arbre qui cache la forêt de la prédation foncière dans la localité. Ce sont des milliers d'hectares qui sont arrachés aux villageois de la commune et cédés à des entreprises, hommes d'affaires, promoteurs, courtiers et j'en passe. Les Échos citent entre autres 556 hectares soutirés de la forêt classée de Bandia sous prétexte du projet de logements sociaux de l'État puis loti et mis en vente. À Kinyabour 1, 90 hectares à Meissangom, 70 à Iditiam, 110 hectares à un promoteur espagnol et 70 hectares à Charles Haddad à Kinyabour 2. Source A emboîte le pas au quotidien Les Échos et parle des entreprises étrangères qui, selon les termes de mon confrère, sucent le Sénégal à coups de milliards. Source A fait un zoom sur ceux qu'il appelle les bouffeurs d'hectares. La compagnie sucrière sénégalaise avec ses 12 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, la société chinoise Datong Trading et ses 60 000 hectares cédés sous Abdoulaye Wade pour produire du sésame, la compagnie agricole de Saint-Louis assise sur une assiette foncière de 5 300 hectares de terres cultivables. Et la liste est loin d'être exhaustive. À la une de Libération, affaire des armes à feu saisies à Touba, les aveux explosifs de Salutiam et Cheklo. Libération rapporte que devant les policiers, Cheklo, un des fournisseurs de Salutiam, a nié les faits. Seulement, note le journal, un important lot de munitions a été retrouvé dans les toilettes de son domicile à Darou-Mourti. Il a aussi confié que ses fournisseurs, 2 armuriers, sont basés à Dakar. Quant à Salutiam, il a déclaré devant les enquêteurs que des dignitaires religieux à Touba, Darou-Mourti, Dakar, Diourbel et Thiès lui remettent des armes destinées à la vente ou à la réparation. Ce grave accident à Yoff, un accident tragique. Un camion sans frein tue 3 personnes selon Vox Populi. Un vendeur et 2 enfants d'une même famille, précise Tribune. Vox Populi souligne que l'accident a aussi fait 5 blessés, dont un grave. Sport pour terminer, la joie de Sadio Mané et des Reds. Liverpool était en fête hier après sa victoire face à Chelsea 5-3. Liverpool, qui a reçu le trophée des champions, termine par un feu d'artifice, indique Record qui titre soirée de gala pour Sadio et les Reds. Pour Stade, Liverpool termine en beauté à Anfield. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h41, bienvenue à Point de vue à la lumière de l'évocation de la question lors des 2 derniers conseils des ministres par le président Macky Sall. Nous discutons aujourd'hui de la rationalisation des structures de l'État et pour en parler, qui de mieux que M. Pathé Ndiaye, expert en management, ancien directeur du BOM, le Bureau Organisation et Méthode. M. Ndiaye, bonjour.
Oui, bonjour, M. Nyan. Kidmier aussi que El Haj Mansour Samb, économiste-chercheur. Bonjour, M. Samb. Bonjour, M. Suleymania. Alors, d'abord, M. Pathé Ndiaye, comment en est-on arrivé à la situation d'aujourd'hui, au point que le président de la République évoque à 2 reprises, lors de 2 conseils ministériels, enfin, conseils des ministres successifs, la nécessité d'évaluer d'abord et de rationaliser les structures financières et non financières d'appui aux PME, PMI et TPE, et plus largement à cette prolifération des agences et structures assimilées dont on parle de la rationalisation depuis des années. Comment en est-on arrivé là, d'après vous? Comment en est-on arrivé à cette désintégration du bloc organisationnel de l'État? Oui. Merci, M. Niang. Votre question elle est globale et assez complexe. Mais je crois que le problème que le président a évoqué, il dure depuis très longtemps. C'est parce que l'État a fait beaucoup d'efforts en termes de rationalisation, mais surtout en termes de normalisation, c'est-à-dire de définition du cadre, d'organisation des structures, les conditions de création des structures. Tout ça, je pense qu'au niveau de l'État, le bureau d'organisation méthode, appuyé par les corps de contrôle, on fait beaucoup d'efforts. Si vous voyez, le décret, il y a un décret de 2017 qui a formalisé tout cela. Pour dire comment on crée une direction générale, une direction, des bureaux, des services, etc. Effectivement. Voilà, bon, ça, c'est un long processus qui a débuté depuis les années 90. Mais vraiment, on a abouti à ce décret-là qui, à mon avis, est un cadre vraiment parfait, quasi parfait, pour créer une structure, quelle qu'elle soit, dans un département ministériel. Si on suit donc l'application de ce texte-là, il n'y aurait pas de problème. C'est là la question, parce qu'on ne suit pas justement cette normalisation. Voilà. Et on crée des agences et de plus en plus de sociétés nationales. Alors, je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons entendu le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, qui, dans un premier temps, reconnaît qu'il n'a pas une visibilité très nette sur le patrimoine bâti de l'État. Deuxièmement, a évoqué l'appurement de la dette due aux maisons, enfin aux propriétaires des maisons conventionnées, mais qui suggère que l'agence soit transformée en société nationale, et c'est une nouvelle tendance. Qu'est-ce que vous pensez de cela et pourquoi, malgré ce cadre normatif, on a quand même cette dispersion? Oui, à mon avis, c'est parce que les organismes de conseil, comme le BOM et l'IGE, ne sont pas consultés dans le processus de création, contrairement à ce qui est dit dans certains textes. Alors, je disais donc, en même temps, au niveau des agences, c'est la même chose. Il y a un cadre réglementaire qui définit les conditions de création des agences. Bon, vous savez, il y a eu une année où on avait supprimé beaucoup d'agences. C'était en 2004, 4 agences qui travaillaient sur l'emploi des jeunes, effectivement, les FNPJ, l'ANEJ, l'ANAMA et l'OFEJBAN. On a regroupé les agences qui avaient des missions similaires, d'autres qui aussi avaient des missions similaires avec des directions nationales, on les a supprimées. Mais par la suite, on n'a pas respecté le processus. On n'a pas respecté les procédures de création. Très bien. Donc c'est en termes de négociation avec le président de la République que certains responsables arrivent à faire... Je reviendrai à vous tout à l'heure pour quelques pistes de réflexion ou d'action pour revenir à la rationalité, disons, organique ou organisationnelle.
Alors, El Hadji Mansour Samb, vous êtes économiste, chercheur. Le but principal de cette rationalisation souhaitée, c'est justement des économies budgétaires. Mais avant de parler d'économie budgétaire, est-ce que vous avez une idée du coût de ces doublons que nous avons entre des agences, des structures assimilées telles que des sociétés nationales, des fonds, etc. Je vous remercie, M. Niang. Vous savez, ces agences sont nées presque en 2000. C'était Maître Abdoulaye Wade qui était président pour une question d'efficacité dans la gestion du budget, pour une question d'efficacité gouvernementale, avait dit qu'il fallait aller vite et mettre en place des agences. Il était chargé vraiment de transformer ce pays. On a vu que l'APIX a été mis en place, que l'ANOCI a été mis en place, et après une prolifération d'agences. Bon, ça demande beaucoup d'argent, parce qu'on ne peut pas avoir des ministères et avoir des doublons d'argent. En termes de budget, c'est énorme pour l'État du Sénégal. Ça, tout le monde le comprend. Là, on ne peut pas faire l'État tout de suite. Mais tout le monde sait qu'en termes de budget, c'est énorme. Parce qu'un ministère, ça coûte cher. Les gens, ça coûte cher. Ce sont des salaires, ce sont des frais de mission, ce sont des locations de bureaux et tout. Et ça, un pays comme le Sénégal ne peut pas supporter ça. Vous savez, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, on a une administration qui est là. Nous voulons une efficacité au niveau de la gestion de l'État. Nous voulons un État moderne. Un État moderne, c'est un État qui se transforme au niveau interne. Je pense que le problème de ce pays, on n'a pas encore un vrai ministère chargé de la modernisation de l'État. Ce que vous dites, c'est très important. On ne peut pas comprendre que certaines agences, au début, on avait supprimé des gens. Mais aujourd'hui, exemple, on ne peut pas comprendre qu'il y ait exemple, parce que la rationalisation des agences a été une demande sociale en 2012. Quand le président Macky Sall prenait le pouvoir, les gens avaient souhaité rationaliser les agences parce qu'il y en avait énorme. Toutes les agences beaucoup ont été mises en place à cause vraiment de questions politiques, mais pas à cause de questions techniques. Parce que un seul exemple. Vous avez raison, en 2014, ça répondait à une demande sociale et politique. En 2012, oui. Mais la rationalisation de la vague de 2014 avec la dissolution des 4 agences chargées de l'emploi des jeunes. Mais en 2019, c'est sous la pression du Fonds monétaire international qui a demandé à l'État de rationaliser davantage les structures. Mais vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le Sénégal a un déficit budgétaire qu'on a du mal à gérer. Chaque année, on est obligé de nous endetter énormément pour essayer de faire face à certaines charges. Aujourd'hui, on est dans un taux d'endettement de plus de 60%. Le Sénégal a été dégradé d'un pays à un seuil de surendettement faible. Aujourd'hui, on est à un seuil de surendettement modéré. Modéré, absolument. Donc ça c'est à cause de quoi? C'est à cause des dépenses. C'est à cause de toute la charge de l'État, la charge financière de l'État. Ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, le Covid-19 est là. Le Covid-19, même pour le plan de relance, on s'est endetté à hauteur de plus de 600 milliards. Or, excusez-moi, même pour le plan de résilience, on s'est endetté à hauteur de plus de 600 milliards. Aujourd'hui, pour le plan de relance, il va falloir aussi de l'argent, parce que relancer, c'est investir. Et maintenant, c'est le moment à jamais où il faut en profiter pour vraiment essayer de rationaliser. Moi, je l'ai toujours dit, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une direction générale du Fonds DIP, une direction générale du Fonds Suisse et la BND qui est là. Dans les pays modernes, tout ça, c'est une entité qui est là. On dit Agence nationale d'investissement avec 3 directions. Cautionnement, investissement et marché financier. C'est-à-dire cautionnement Fonds DIP, investissement BNDE, mobilisation financière Fonds Suisse. Parce qu'il faut qu'on essaie de réfléchir sur comment moderniser notre État. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes un pays très pauvre. Nous avons beaucoup d'agences. Malheureusement, la plupart du temps, ce sont des agences qui sont des nominations qui sont là pour des questions politiques. Parce que le président de la République, il est dans une grande coalition, il y a beaucoup de gens qu'il faut nommer. De temps en temps, c'est ça qui nous pose problème. Très bien. C'est pas pour des questions techniques, mais la plupart du temps, c'est pour des questions techniques. Le Sénégal, c'est un pays très moderne. Notre administration ça date de longtemps. On a la meilleure administration. On a des directions comme la BOM. On a tout. Mais notre seul problème, c'est l'homme politique. De temps en temps, on ne le comprend pas. Il a des objectifs vraiment qui ne sont pas vraiment des objectifs qui vont dans l'efficacité vraiment de la gestion gouvernementale. C'est ça le problème de ce pays. Très bien. Malheureusement, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Je vous remercie d'ici là d'avoir participé à ce point de vue. Je rappelle que nos 2 invités étaient Pathé Ndiaye, expert en management, ancien directeur du BOM, le Bureau Organisation et Méthode, et à l'instant même, El Hadji Ibrahima Samb, économiste
et chercheurs à 12h51. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Excellent après-midi. Au revoir.